Donc, qui je suis? Bah, je m'appelle Pierre Brousseau, je travaille chez Thales. Ça fait 10 ans que je travaille chez Thales. En fait, avant, c'était Gemalto, pour ceux qui connaissent, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et maintenant, le poste que j'occupe chez Thales, j'ai toujours du mal à le traduire en français, mais je vais vous expliquer ce que c'est. C'est Business Owner Digital Payment. Donc, en fait, je travaille dans tout ce qui est le paiement sans contact, avec la digitalisation d'une carte bancaire sur Apple Pay, Samsung Pay, pour ceux qui connaissent, ou n'importe quelle application d'une banque, comme par exemple le Crédit Agricole ou autre, qui veut donner la possibilité aux porteurs de cartes de mettre leur carte sur le téléphone et de payer sans contact comme une carte bancaire classique sur le téléphone. Donc j'ai occupé pas mal de postes chez Thales et anciennement Gemalto. J'ai fait du développement et puis maintenant je suis plus manager, encadrement, vous allez voir, de tout ça, mais ça fait 10 ans que je suis sur le sujet. Donc ce que je fais, j'essaie toujours d'expliquer, c'est pas toujours évident, mais en gros, donc je suis dans, on va dire, la partie produit, c'est-à-dire, tous les gens qui s'occupent de ce produit technique, parce que on fait pas tout, on est intégré avec des gens, comme Apple, comme Samsung, donc on est plus dans l'intégration, on va dire, plus des briques techniques que nous-mêmes on fait. Donc je suis plus dans la partie produit et en fait, mon rôle principal, c'est d'être en charge d'un chiffre d'affaires. Donc c'est très capitaliste, hein, mais je suis en charge d'un chiffre d'affaires pas voulu donner le montant exact, mais un peu plus de 10 millions d'euros. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je suis en charge de tout, enfin de pousser, tout ce qu'on doit vendre aux vendeurs dans toutes les régions dans le monde, pour qu'ils sachent, comment vendre nos produits, à qui le vendre, les objectifs, qu'on a. Donc c'est pas moi qui vends, hein, c'est eux qui vendent, mais en fait, on est en charge, de leur présenter, ce qu'ils, les produits pour qu'ils aient de la connaissance dessus et puis après de les supporter, à chaque fois qu'ils vont voir des clients, s'ils ont des questions, voilà, s'il y a des réunions à faire, techniques ou business pour aider à vendre, et ben, on est là pour les supporter. Donc en fait, ça va être en charge d'un chiffre d'affaires comme ça, enfin dans ce que je fais moi en tout cas, ça va du support aux ventes, ce que je viens de vous expliquer, ce qui est le rôle majeur, mais ça va aussi à la supervision du produit lui-même. Donc il y a des gens à R&D qui, comme ce que je faisais avant, qui travaillent sur le produit, sur les briques techniques. Donc en fait, on a des réunions régulières avec eux pour savoir, où ça en est que ça avance bien, voir la qualité du produit, voir s'il y a des problèmes qui sont remontés par les clients et qu'on doit corriger. Décider un peu de la stratégie, produit à long terme. Ce qu'on vend aujourd'hui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an, 2 ans? Est-ce qu'on entend du terrain des nouveaux besoins, des banques, qu'on pourrait aider à supporter? Ça va aussi, ce que j'appelle packaging produit, donc c'est tout ce qui est, enfin, on a un produit technique, c'est bien, mais après en fait, il faut savoir le présenter, donc c'est bon, ça c'est du marketing, hein, quelque part. C'est, comment on montre, ce qu'on vend et comment on le présente. Est-ce qu'on a les contrats, typiques, que les vendeurs doivent pousser, aux clients pour gagner une opportunité, avoir toute la documentation technique qui va autour. Donc c'est pas que le produit technique en soi, mais c'est toute la documentation, heu, incluant, une présentation marketing, produit, et cetera pour aider les vendeurs à vendre ce qu'il faut. Et la promotion, donc la promotion, c'est pas dans mon équipe directement, mais je travaille avec des gens qui sont dans le marketing, donc ils vont poster des choses sur, LinkedIn, sur d'autres, réseaux sociaux, heu, ou faire heu, des conférences pour promouvoir, ce qu'on fait et vendre ce qu'on fait. Donc voilà, donc en fait, on est une grosse équipe. Moi, je suis pas manager direct de tous ces gens-là, mais en fait, je travaille avec tous ces gens-là pour réussir à faire ce qu'on veut faire. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et comment j'en suis arrivé là?
En fait, on pourrait dire j'y suis arrivé, soit par des routes un peu, sinueuses, soit par accident. Mais je pense que quand j'y réfléchis, j'y suis arrivé, en surfant sur ce que j'aime. Moi, quand j'étais en licence et maîtrise et même de DESS, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que j'aimais faire. Donc ça m'a toujours inquiété, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, je me suis toujours demandé ce que j'allais faire. J'étais jamais trop sûr, mais je savais que j'étais bien où j'étais et en fait, j'ai orienté mes choix par affinité. Voilà, de fil en aiguille et d'opportunité en opportunité, j'ai, dérivé lentement ou surfé lentement jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Mais quand j'étais à votre place, je savais pas ce que je voulais faire, ni dans 3 ans, ni dans 4 ans, ni dans 5 ans, donc je pense que ça se fait aussi. Il y a des gens qui le savent dès le départ et qui s'orientent, pour atteindre le poste idéal qu'ils veulent faire, et puis d'autres, ça se fait, au fur et à mesure, ce qui est mon cas. Donc je vais vous présenter un peu comment ça s'est passé. Donc comme l'a dit Étienne, au début j'étais, dans les années 2000, hein, déjà, hein. Pour vous ça doit être un peu vieux, mais j'étais en licence et maîtrise de physique appliquée et je me rappelle d'ailleurs à l'époque j'avais fait, c'était pas obligatoire, mais je crois que c'était en licence, pendant l'été, j'avais fait un stage chez Sagem, j'avais trouvé ça, par moi-même. Je crois qu'il y avait des conventions de stage, c'était vraiment optionnel, donc j'avais fait ça pendant l'été, j'avais fait ça pendant un mois, puis j'avais fait du développement. C'était la première fois que je faisais du développement parce que, c'est pas ce que j'apprenais à l'école. On en faisait un petit peu, je pense qu'on faisait faire du Pascal à l'époque, un peu de MATLAB. Et là, j'avais fait un peu de développement, ça avait rien à voir avec ce que je faisais, mais ça m'avait assez intéressé. Et dans les années dans la promotion 2001-2002, j'étais, à votre place dans ce qui s'appelait le DESS, IOSI. Et ce qui m'intéressait beaucoup, dans le DESS, c'était le traitement des images. Le traitement des images et du signal, c'était vraiment alors j'aimais bien la physique, hein, la physique quantique, tout ça, toujours trouvé ça passionnant, mais j'avais une affinité assez particulière sur le traitement des images et du signal, je trouvais que c'était enfin, ça me plaisait bien. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé et c'est là-dessus que je me suis orienté, en fait, quand je suis en stage de DESS. J'ai trouvé un stage, à Aix-en-Provence, dans une petite entreprise qui s'appelait, Atis, qui était une société de 4 personnes, plus moi stagiaire, donc 5, donc vraiment toute petite, qui s'occupait de faire, un logiciel de simulation de chaînes optoélectroniques. Donc en gros, en quoi ça consistait? On travaillait pour le CELAR, donc c'est en gros le centre de simulation électronique armé de Rennes, des armées. Et en gros, en entrée, voilà, il y avait toute une chaîne, donc c'est-à-dire c'était un logiciel où on pouvait mettre des briques pour simuler une chaîne, allant de la lentille, qu'on met devant, la caméra, et certains traitements qui étaient derrière. Donc c'était vraiment de la simulation, il y avait le physique derrière, de l'optique. Et donc en gros, on entrait, on mettait des images, alors c'était pas une image classique, hein, c'était pas une photo, c'était, une image avec différentes fréquences. Donc il y avait différentes, images avec différentes, fréquences et tout ça, ça passait dans la simulation, qui était montée, qu'on pouvait monter un peu comme des briques de Lego pour voir ce que ça donnait à la fin. Le but, c'était de voir, par exemple, s'il y avait un char qui passait sur un chemin, est-ce qu'on le détectait avec tel ou tel type de caméra? Ça allait aussi au suivi de cibles, des choses comme ça. Donc moi, j'étais sur la partie, là, ça faisait j'utilisais 2 choses, en fait. Il y avait toute la partie, informatique, que j'avais commencé à apprendre de moi-même, quand j'étais, avec le stage, le premier stage à la SAGEM et puis sur le tas, en fait, quand j'étais là. On utilisait MATLAB, donc ça me au début, donc c'était assez simple pour moi. Puis après, il y avait d'autres choses et puis toute la partie physique parce que en fait derrière, je faisais pas que du codage, pour mettre en place, cette chose-là. En fait, il y avait toute la partie physique pour vraiment, faire une simulation, réelle et concrète de ce qui se passait si on mettait telle optique devant, tel capteur et cetera. Donc ça, donc du coup, en gros, j'utilisais 2 compétences, physiques, d'où je venais, enfin traitement des images, physique et puis développement.
c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me lancer plus dans le développement et j'ai fait ce stage et j'ai été embauché, par la suite chez CGE, donc je suis resté là-bas pendant 2 ans. Après, pour d'autres raisons, je suis parti au Japon. Donc j'ai quitté mon poste, chez Atis et je suis parti un peu, sauter dans le vide au Japon, parce que j'avais pas de boulot quand je suis parti là-bas. J'ai trouvé, sur place, assez rapidement, parce que quand on fait un métier où, on a besoin de compétences techniques, il y a pas besoin beaucoup de parler, bah, en fait, voilà, même si on parle comme un enfant de 5 ans, on arrive à se débrouiller, à trouver un boulot, là-bas et en fait, j'ai bossé dans une boîte pendant 2 ans qui avait un drôle de nom qui s'appelait Try Hard à Tokyo et qui faisait du filtre d'images, et de films sur le téléphone portable. Alors maintenant, quand on voit tous les filtres qui se font en temps réel, c'est vraiment impressionnant. À l'époque, même si au Japon, ils étaient assez avancés dans les téléphones portables, c'était quand même pas la même chose et en gros, il y avait pas mal de filtres automatiques juste pour améliorer une image. Maintenant, ça paraît vraiment dérisoire, mais c'est ce que je faisais, en fait. Je travaillais, sur des logiciels pour améliorer la qualité des images, et ils voulaient faire ça aussi sur des films, et du coup, j'avais redéveloppé de A à Z un décodeur de films, MPEG et un réencodeur. Donc, je faisais le décodage, je j'améliorais tout le film avec des filtres, qu'on définissait et après je réencodais le film en MPEG. Donc en fait, bah, voilà, là, c'est un peu aussi la continuité de ce que je faisais avant. Enfin, ça restait sur les images. Alors là, il y avait plus de physique déjà, mais ça restait sur les images et bah, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler sur les téléphones portables parce que tout ça, ça se faisait sur téléphone portable. Donc toute la simulation se faisait sur un ordinateur, puis après, bah, on testait sur des téléphones portables. Après, j'ai complètement changé. Je me suis dit: «Je vais essayer», vu que je savais que je restais au Japon pour un temps, on va dire, défini, je me suis dit, «Avant de partir, je vais essayer autre chose, complètement autre chose» et j'ai pendant, 1 an et demi, je me suis amusé. Je suis rentré chez Gameloft, pour ceux qui connaissent et j'ai fait du développement de jeux vidéo sur téléphone portable. En fait, c'était plus du portage parce que les jeux vidéo étaient déjà codés en Europe et après, il fallait les adapter parce que sur certains téléphones japonais, ça fonctionnait pas, donc il fallait réencoder des images et cetera. Donc j'ai appris plein de choses sur les jeux vidéo. Alors c'était pas les jeux vidéo 3D, qu'on voit maintenant, ça reste du 2D, mais c'était très intéressant de voir comment, même en 2D ça fonctionne. Donc là, il y avait plus du tout de physique, hein, là, c'était vraiment, que du développement sur téléphone portable. C'était dans une équipe assez internationale et c'était enrichissant, c'était vraiment intéressant. Enfin voilà, c'est juste pour dire que petit à petit, bah, là, j'ai dérivé plus sur, le développement et en particulier sur téléphone portable et je suis resté sur le téléphone portable. Quand je suis revenu en France, j'ai travaillé pendant 1 an, alors j'étais consultant, j'étais pas embauché directement, mais heu, j'ai travaillé je suis retourné chez Sagem, bizarrement, par hasard, mais pas où j'avais fait le stage, parce que le stage, je l'avais fait, heu, à Dinan, en Bretagne. Mais là, je suis arrivé à Paris et là, j'étais, vraiment, là, c'était vraiment dans du code. En fait, j'étais développeur de la couche applicative Java sur lequel tournent toutes les applications. Bah, justement, les jeux vidéo de Gameloft s'appuient sur des fonctionnalités Java qui sont derrière, qu'on voit pas, qui sont dans le téléphone. Donc c'est pas une application qu'on installe sur téléphone. Je travaillais sur les couches qui étaient dans le téléphone, heu, bah, avant que le téléphone sorte, en fait. Donc on était là pour, résoudre, des bugs ou développer des fonctionnalités, pour les applications, qui tournent, au-dessus du téléphone. Donc d'ailleurs, il y avait des fois, on testait des applications, de jeux pour voir s'il y avait des choses qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient pas. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait, une personne, c'est chez Sagem qui, testait des applications pour Gemalto, pour le paiement. Au bout d'1 an, Sagem s'est fait racheter par un fonds d'investissement et tous les gens qui étaient consultants, donc moi j'étais chez une SS2I, ont ils se sont, ils ont arrêté de travailler avec toutes les SS2I, donc j'ai retrouvé une autre mission chez Gemalto, qui a été racheté par Thales, il y a 2 ans
Mais en gros, Gemalto, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est ceux qui sont, qui font la carte à puce. Donc la plupart, enfin dire la moitié, enfin même plus de la moitié des des cartes à puce que vous avez sur vos cartes bancaires ou même des cartes bancaires elles-mêmes, c'est Gemalto qui les fait. Donc vous pouvez regarder, c'est écrit sur la carte d'ailleurs. Vous verrez, il y a encore la marque Gemalto qui existe. Donc tout ce qui est, carte bancaire, physique, hein, c'est Gemalto qui le fait, mais ça peut aller aussi, ils font aussi du passeport biométrique. Il y a beaucoup de projets gouvernementaux sur lesquels ils travaillent. Donc c'est la boîte dans laquelle je suis rentré et où je me suis fait embaucher. Enfin, au début, j'étais consultant dans cette boîte, mais je me suis fait embaucher par la boîte, après. Et là, je suis passé et où je suis aujourd'hui, encore, et là, je suis passé par différents postes. En fait, quand je suis rentré, j'étais développeur d'applications de paiement. Donc j'ai travaillé sur ce que je vous montrais, mais j'étais vraiment développeur, donc pour faire les applications de paiement, pour vraiment payer. Donc là, il y a plein de spécifications, Visa, Mastercard à implémenter, à comprendre comment le NFC, comment interagir avec les antennes NFC. Enfin, il y a plein de choses, mais ça reste du développement, mais on apprend beaucoup de choses sur le paiement, sur les encryptions, décryptions pour protéger, tout ce qui est, secret de paiement, et cetera. Et puis après, tiens, j'ai fait une faute, mais après je suis passé, alors je pense que j'ai fait du développement pendant 2-3 ans. Après, j'ai commencé à faire, je sais pas comment, enfin, ouais, à gérer des programmes. Donc c'est-à-dire, j'étais plus dans, je commençais à plus enfin, je quittais le développement, j'étais plus dans, l'encadrement de projet. Enfin, j'étais pas chef de projet, mais, on va dire, j'y restais sur le produit, mais c'était faire en sorte que tout ce qu'on développe soit, heu, bien pour, tous les clients qu'on voulait adresser. Donc là, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans la gestion, dans l'encadrement, on va dire indirect. Après, je suis passé chef de produit. Donc chef de produit, c'est vraiment, celui qui est en charge, du produit, donc définir les nouvelles fonctionnalités qu'on veut dans le produit, vraiment s'assurer de la qualité, heu, pleinement. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et après, je suis passé il y a 2 ans et demi, business owner, donc c'est ce que je vous explique. Donc là, c'est un encadrement plus large où je suis pas que sur le produit, mais je suis plus, responsable d'un chiffre d'affaires, et je dois surveiller un peu toute la chaîne, qui va du produit jusqu'aux ventes pour assurer un chiffre d'affaires. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire en fait, hein, je suis bien où je suis, et heu et puis on verra. En fait, je pense j'ai un peu, pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, je peux vous dire que, je pense que des fois on avance en fonction de nos affinités, des opportunités, qu'on a. J'ai jamais imaginé que j'allais faire ce parcours. Mais voilà, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Je pense qu'il faut s'orienter en fonction de ce qu'on aime petit à petit, et puis des fois dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent, et puis, ça voilà, ça définit une route qu'on n'avait pas vue avant. Donc voilà, juste pour, conclure, voilà, ce que j'ai écrit, essayer de résumer là, faut pas avoir peur d'essayer des choses, de temps en temps, même qui changent. Faut avoir confiance en vous. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, seniors, ici chez Thales, qui étaient des grands, on va dire des grands pontes de la boîte, qui nous faisaient des conférences juste, entre nous, et j'étais étonné parce que c'était des gens qui m'impressionnaient, mais qui avouaient qu'en fait, ils avaient peur. Que quand ils changeaient de poste et cetera, ils avaient peur, et que tout le monde a peur, mais qu'en fait, on est tous capables de le faire. Il suffit faut s'y mettre. Donc voilà, ayez confiance en vous, écoutez-vous, parce que, je pense que même quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, en fait, il y a une voix au fond de vous qui vous dit, qui sait ce que vous aimez. Donc même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans 10 ans, vous savez à peu près ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, et ça, faut vous écouter. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent à vous. Bossez bien quand même, c'est important pour avancer. Suivez vos passions et vos affinités, et puis, travaillez avec les autres, parce qu'on n'arrive jamais, seul, où on est. On travaille toujours en équipe, et puis c'est bien plus agréable. Donc voilà, j'ai quelques conseils à vous donner, et puis, c'est tout pour moi aujourd'hui.